On croit souvent savoir ce qu'est une société. On imagine des bureaux, un logo, des salariés, mais d'un point de vue juridique, c'est une créature bien plus complexe, presque vivante. C'est une entité qui peut posséder des biens, signer des contrats et même être attaquée en justice. Pour vraiment la cerner, il faut partir d'une question toute simple en apparence. Voilà, c'est ça, le paradoxe au cœur du droit des sociétés. Un contrat ou une personne? On pourrait penser qu'il faut choisir son camp, mais en réalité, la réponse est beaucoup plus intéressante. C'est les deux à la fois. Et c'est justement cette double nature qui rend la société si fascinante et si puissante. Alors, rentrons un peu dans le détail. Tout part d'un contrat. Oui, c'est un accord, ce sont les fameux statuts signés par les fondateurs. Mais, et c'est là que la magie juridique opère, une fois que cette société est enregistrée officiellement, immatriculée, ce simple contrat accouche d'une nouvelle personne. Une personne juridique, bien sûr, mais une personne à part entière, avec son propre nom, son propre compte en banque, son propre patrimoine, totalement distincte de ses créateurs. Voici donc le plan de route pour décrypter tout ça. D'abord, on va creuser cette idée d'un contrat qui prend vie. Ensuite, on verra les 4 ingrédients absolument obligatoires pour que ça marche. Puis, on parlera du carburant de départ, les apports. On se demandera ensuite quel est son but réel, son intérêt, et on terminera par la question fatidique, que se passe-t-il si les fondations sont bancales? On repart donc de cette idée centrale, un contrat qui soudain se met à vivre. C'est cette transformation, cette naissance juridique, qui lui donne le pouvoir d'agir dans le monde économique. Elle peut acheter, vendre, embaucher, tout ça en son nom propre, pas au nom de ses fondateurs, en son nom à elle. Mais attention, pour que cette naissance ait lieu, la loi est très stricte. Elle impose 4 conditions. 4 piliers. Ils sont absolument fondamentaux. S'il leur manque un seul, eh bien, tout l'édifice s'écroule avant même d'avoir commencé. Les voici ces 4 fameux ingrédients. Il faut bien sûr des associés, les fondateurs. Il faut des ressources pour démarrer, ce qu'on appelle les apports. Il faut un but commun qui est de faire des bénéfices ou au minimum des économies. Et enfin, il y a cet élément un peu plus mystérieux, mais tout aussi crucial, l'affectio societatis. L'affectio societatis. Qu'est-ce que c'est que ce latinisme? En fait, c'est l'âme du contrat de société. C'est bien plus que de simplement mettre de l'argent en commun. C'est l'intention réelle de collaborer et de ramer dans la même direction pour un projet commun. C'est ça qui fait la différence entre de vrais associés et de simples prêteurs ou des salariés. L'expression clé, c'est vraiment ça, sur un pied d'égalité. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même pourcentage du capital ou le même pouvoir de décision, non. Ça veut dire que la relation de base est une relation de partenaire, pas de subordination. Personne n'est le chef de l'autre en tant qu'associé. C'est un esprit de collaboration. Bien, maintenant qu'on a les personnes et l'esprit d'équipe, il faut mettre du carburant dans le moteur pour que la société puisse démarrer. C'est le rôle des apports. C'est, en gros, le patrimoine de départ que les fondateurs décident de transférer de leur poche à celle de la nouvelle personne morale. L'apport le plus simple et le plus courant, c'est l'apport en numéraire. C'est de l'argent, du cash, l'associé fait un virement sur le compte de la société. Simple, efficace. Ensuite, on peut apporter autre chose que de l'argent. Un immeuble, un fonds de commerce, des ordinateurs, une machine, un brevet. Ça, c'est un apport en nature. La seule condition, c'est que ce bien doit pouvoir être évalué. Il faut lui donner une valeur en euros. Et puis, il y a le 3e type, qui est un cas très particulier, l'apport en industrie. Là, on n'apporte ni argent ni bien matériel. On apporte son savoir-faire, ses compétences techniques, son carnet d'adresses. C'est évidemment très précieux, mais comme ce n'est pas saisissable, ça ne rentre pas dans le calcul du capital de départ. Cette formule, elle est très claire. Le capital social, qui est affiché partout, qui est un peu la vitrine financière de la société, n'est composé que de ce qui est concret et quantifiable. L'argent et les biens. Le talent, l'expertise, même si c'est la clé du succès, n'apparaît pas dans ce chiffre. D'ailleurs, il ne faut surtout pas confondre le capital social avec les capitaux propres. Le capital social, c'est la mise de départ. C'est une photo prise au jour de la création. C'est un chiffre fixe. Les capitaux propres, eux, c'est le film de la vie de l'entreprise. Ça inclut le capital, bien sûr, mais aussi tous les bénéfices qui ont été mis de côté et les pertes. C'est la véritable jauge de la santé financière. Une autre distinction super importante, bénéfices et dividendes. Imaginez que l'entreprise a fait un gâteau. C'est le bénéfice de l'année. Ce gâteau, il appartient à l'entreprise, à la personne morale. Les dividendes sont juste les parts du gâteau que les associés décident de se couper et de manger. Tant qu'ils n'ont pas décidé de couper le gâteau, il reste entier et il appartient à la société. Bon, notre société est née. Elle a son carburant, elle fonctionne. Mais une question philosophique et très pratique se pose alors. Qui sert-elle? Est-ce qu'elle ne travaille que pour ses actionnaires, ses créateurs? Ou bien, en devenant une personne, a-t-elle développé son propre but? C'est tout le débat autour de l'intérêt social. En gros, 2 écoles s'affrontent. La vision traditionnelle qui dit « l'intérêt de la société, c'est simple, c'est l'intérêt financier de ses actionnaires. Point final ». Et puis il y a la vision moderne, qui gagne du terrain. Elle dit que non.
L'entreprise, en tant qu'entité autonome, a son propre intérêt. C'est de survivre, de grandir, d'être pérenne, et pour ça, elle doit tenir compte de tout son écosystème. Ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, l'environnement. Et en France, le législateur a tranché. La loi Pacte, en 2019, a officiellement gravé dans le marbre cette vision moderne. Le Code civil dit maintenant noir sur blanc qu'une société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est une petite révolution. Et pour s'assurer que cet intérêt social est bien respecté, il y a des mécanismes de protection. Le plus connu, c'est l'abus de majorité. Un exemple tout simple, des actionnaires majoritaires votent la vente d'un bâtiment de l'entreprise à une autre société qu'ils possèdent, pour un prix ridicule. C'est contraire à l'intérêt de la première société, ça la lèse. Et ça, un juge peut l'annuler. Allez, on arrive au bout de notre exploration. On a vu comment on construit une société. Mais que se passe-t-il si, dès le départ, il y a un vice de construction? S'il manque un de nos fameux 4 ingrédients, par exemple? Eh bien, la sanction peut être terrible. C'est la nullité. Le juge va constater que le contrat est tellement vicié à la base que la société n'aurait jamais dû naître valablement. C'est la sanction la plus grave qui puisse frapper un contrat de société. Mais, et c'est là que le droit est pragmatique, cette nullité n'efface pas tout le passé. On ne peut pas faire comme si la société n'avait jamais existé. Imaginez le chaos pour les salariés et les clients. Donc, la nullité met fin à la société pour l'avenir, on la liquide, mais tous les actes passés restent valables. C'est une protection essentielle pour la sécurité des affaires. Ce qui nous amène à une toute dernière question pour réfléchir un peu. La loi nous dit qu'une société a un intérêt qui va au-delà du simple profit de ses actionnaires, qu'elle doit prendre en compte son impact sur le monde. Alors, si une société a ses propres intérêts, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour elle puisse aussi avoir sa propre conscience? Le débat est ouvert.